L'évaluation des politiques publiques est toujours affichée comme une évidence. Ce matin encore, Patrice Durand l'a dit, à partir du moment où on met en œuvre une action publique en essayant d'améliorer les choses, c'est quand même logique de se demander si ça marche pas, ce qui marche pas, comment ça fonctionne. Il est intéressant de noter qu'elle a généré, que cette évidence, ou la demande de cette évidence, a généré un champ de recherche spécifique, une espèce de champ de recherche spécialisé, ou de champ d'études, ou de champ de professionnalisation ou d'expertise, qui se situe à la croisée de disciplines diverses, sciences politiques, gestion, économie, droit, et qui est un de ces champs de recherche un petit peu carrefour, comme les recherches en négociation par exemple. Il y a un champ de recherche spécialisé à cheval entre plusieurs disciplines. De la même manière, il y a un champ d'expertise et de recherche sur l'évaluation des politiques publiques avec sa littérature, ses revues spécialisées, etc. Le problème, c'est que l'évidence qui nous fait dire, ou qui fait dire à tous, bien sûr, les politiques publiques doivent être évaluées, c'est une exigence contrariée. Parce que d'un côté, certes, on a institué des procédures d'évaluation publique, en France, notamment avec le dispositif d'évaluation des politiques publiques au commissariat du plan, mais au niveau international, c'est pareil, on a institutionnalisé des démarches d'évaluation de programme, mais en même temps, il est difficile de ne pas noter l'ampleur, la diversité des résistances à l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation de politique publique, elle est évidente et elle suscite d'emblée, dans ses concrétisations, des résistances très fortes. Et donc, on va beaucoup centrer l'analyse sur ces résistances plutôt que sur l'évidence, parce qu'on pense que c'est là qu'il faut aujourd'hui mettre le doigt. Cette question, on va la prendre par une double approche. Donc, d'une part, dans le cadre du séminaire du CIRAC, concept et instrument de l'analyse des politiques. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de me donner l'occasion d'exposer ces travaux. Le but, ça va être une discussion des fondements théoriques de l'évaluation des politiques publiques. Alors là, on va revenir un petit peu sur les mêmes types de concepts qui ont été développés ce matin. On va retrouver les mêmes mots-clés, les mêmes concepts. On va essayer de les faire jouer pour voir différentes postures, différentes positions qui peuvent être prises. Et puis, je vais vous proposer une des positions possibles sur ces angles d'attaque théoriques de l'évaluation des politiques publiques, celle qui correspond à nos travaux sur la théorie de la gestion de l'environnement, qui sont des travaux sur l'analyse stratégique de la gestion. Je reviendrai sur chacun des termes qui, évidemment, sont importants. Et puis, je donnerai des exemples dans le champ de l'environnement. Mais, et c'est l'autre approche, je vais essayer de m'exprimer aussi dans le cadre d'un cycle interne qu'on a appelé RES, Recherche environnementale sur la société. C'est un titre un peu provocant. Je ne vais peut-être pas le développer, sauf pour dire que les objectifs de ce cycle, et donc ça va être aussi des objectifs que je poursuis cet après-midi, sont de deux ordres. D'abord, il s'agit d'élargir les fondements théoriques ou la généralité, ou de réfléchir à la généralité des propositions qu'on a faites dans le champ de l'environnement, puisqu'on a développé des approches pour appréhender les problèmes d'environnement. On s'interroge maintenant à d'éventuelles généralisations, à la portée, en dehors du champ de l'environnement, de ce qu'on a pu développer. Et puis, l'autre objectif, qui est central dans ce cycle RES, c'est le développement d'une problématique analytique sur la position du chercheur. Autrement dit, notre sentiment, quand on observe la scène des recherches sur l'environnement et le développement durable, c'est que il y a à la fois un non-dit et un enjeu central, qui est celui de savoir quel est l'intéressement propre des chercheurs dans le travail sur ces questions et comment il se traduit dans les contenus des recherches qu'ils produisent, dans les relations qu'ils ont avec les protagonistes. L'objectif est finalement de sortir d'une sorte de discours de neutralité qui est très souvent évoqué par les chercheurs de notre champ, et qui, de mon point de vue, n'est pas tenable. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une intervention là-dessus en janvier 2004, qu'on va bientôt mettre sur le site de RGTE, et dans laquelle j'appelle à une réflexion critique
d'où parlons-nous, à qui parlons-nous, et comment on va sortir de ce discours de neutralité qui finalement est une sorte de laisser-passer pour ne pas réfléchir à sa propre posture. Dans ce cycle, je propose une procédure de discussion un peu particulière, mais ça on verra à la fin de l'intervention. Alors, l'intervention, elle menace d'être assez longue. Elle est en 5 parties. D'abord, je voudrais revenir sur les concepts centraux d'évaluation des politiques. La tâche va être d'autant plus facile que ça a été excessivement bien présenté ce matin. On a tous les briques, tous les cubes avec lesquels on joue quand on parle d'évaluation des politiques publiques. Ce qu'on va voir, c'est si on peut comment les gens les font bouger différemment en donnant un poids autre ou à chacun, ou en leur donnant des dispositions différentes et les effets de sens ou de différence de posture que ça produit. Ensuite, on verra quelle est la posture qu'on a construite dans le cadre de notre groupe avec l'analyse stratégique de gestion. Je présenterai 1 ou 2 exemples et puis ensuite, je reviendrai sur le côté analytique de l'évaluation. Alors, on va commencer. Là, l'évaluation, elle joue avec des concepts, des mots-clés. On les trouve, par exemple, dans une première définition qui est celle d'un transparent de Patrick Vivray dans une séance de formation, mais qui correspond à l'esprit de son rapport de 1989. Évaluer une politique publique, c'est reconnaître et mesurer, si possible, ses effets propres en vue de porter un jugement sur la valeur de cette politique, de réintroduire ce jugement dans le débat démocratique et d'améliorer les politiques publiques. Donc on voit les thèmes de la mesure, les thèmes des effets propres ou pas propres, de la mesure, du jugement, de la discussion, de l'amélioration des politiques publiques. Maintenant, on va jouer avec d'autres définitions. Par exemple, dans le rapport antérieur de Delot, qui avait une conception d'une certaine façon plus étroite, évaluer une politique, c'était reconnaître et mesurer ses effets propres. Vous voyez que la dimension de jugement est absente. On centre la réflexion sur l'aspect mesure des effets. On est dans une optique beaucoup plus technique ou technocratique. Intéressante aussi la définition du décret de 1990 qui organise la procédure d'évaluation interministérielle qui est administrée par le commissariat du plan. Évaluer une politique, c'est rechercher si les moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition, elle vient d'un décret qui a été préparé par le rapport de Vivray, et vous voyez qu'entre la définition de Vivray et la définition du décret de 90, il y a de sérieuses nuances. C'est-à-dire que la définition du décret de 90 s'est rapprochée d'une conception plus interne, plus administrative de l'évaluation. Et pour reprendre la manière dont Patrice a posé les notions ce matin, rechercher si on raisonne bien en termes de moyens, les effets attendus, on est ambigu sur le fait de savoir si c'est les résultats ou les impacts. Et puis, les objectifs sont bien remis au centre. Donc, en fait, on recentre vers le triangle et la logique propre de l'appareil administratif dans cette définition. On va sauter sur la définition de Monnier pour passer à une définition qui est tirée d'un livre très intéressant de Patton, un des évaluateurs américains dont tu nous parlais ce matin. Donc, pour lui, l'évaluation, c'est le recueil systématique d'informations sur les activités, les caractéristiques et les effets des programmes d'action publique. Ce recueil doit être utilisé par des gens précisément désignés pour réduire les incertitudes, augmenter l'efficacité et prendre des décisions en regard de ce que ces programmes font et de ce qu'ils affectent. Ce qui est remarquable dans cette décision, c'est que vous remarquez qu'elle élargit beaucoup les différents éléments, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des cubes très étroitement définis, par exemple, les objectifs étaient ceux assignés par la politique, on nous dit il faut prendre des décisions qui ont trait aux éléments que ce programme met en jeu. Donc là, on a un choix de cadrage plus large.
Ici, on a une autre définition qui vient aussi d'un bouquin classique de l'école américaine d'évaluation. La recherche en évaluation et l'application systématique de procédures de recherche sociale pour apprécier la conception et la mise en œuvre et l'utilité des programmes d'intervention sociale. Vous voyez qu'ici, cette définition, elle restreint d'une part au niveau des méthodes, en mettant l'accent sur les méthodes de recherche, et qu'elle restreint sur les éléments à prendre en compte et le type de programme à prendre en compte. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Toujours dans cette littérature sur l'évaluation des politiques publiques, il est important de voir que ce petit champ de l'évaluation des politiques publiques, avec cette communauté d'experts, de chercheurs et de professionnels, elle s'inscrit dans une histoire. Alors j'ai été particulièrement passionné par l'histoire longue telle que Patrice Durand l'a racontée ce matin, mais on peut voir aussi la manière dont Guba et Lincoln, c'est un de ces bouquins hybrides que tu critiquais ce matin, présente la chose en disant qu'il y a eu une première génération d'évaluation des politiques publiques qui était centrée sur la préoccupation de mesurer les effets, une deuxième génération qui a pris conscience que la mesure c'était très étroit et que, en fait, déjà c'était pas facile de décrire les différents effets des programmes. Une troisième génération qui a insisté sur la dimension d'appréciation, de jugement de valeur sur les politiques. Et ce livre de Guba et Lincoln, lui, il plaide pour ce qu'ils appellent une quatrième génération, qu'ils appellent responsive constructivist, c'est-à-dire au fond interactive et interventionniste. À peu près à la même époque ou un peu avant plutôt, que Monnier propose en France ce qu'il appelle l'évaluation pluraliste et qui relève au fond du même type de philosophie. Par ailleurs, je passe très vite là-dessus, il est important de voir que les communautés de recherche et d'expertise sur l'évaluation sont quand même liées aussi à des domaines spécifiques de politique publique. Le principal domaine d'action publique où l'évaluation s'est développée, c'est l'éducation. Et après, les méthodes et les manières de prendre les problèmes ont été transposées à d'autres domaines d'action publique, à des rythmes différents, avec des périodisations différentes. Et donc, il est assez important de voir qu'il n'y a pas des approches complètement génériques, indépendantes des champs dans lesquels on intervient. En tout cas, les expertises pointues, elles sont liées. Elles sont à cheval entre des réflexions plus générales sur l'évaluation et des connaissances fines d'un domaine spécialisé d'application. Donc, si je passe en revue ces définitions, c'est d'abord pour montrer que les conceptions divergent. Elles partagent toutes le même petit répertoire de concepts qu'elles agencent diversement, mais elles divergent par le poids qu'elles donnent aux différents aspects. Alors, il y a des auteurs qui écrivent un livre pour dire mais non, ce qui compte, c'est de faire ça dans une optique de recherche, d'intégrer ça dans les sciences sociales. D'autres qui disent non, ce qui compte, c'est de maximiser l'impact de l'évaluation elle-même. C'est le livre de Patton, Utilization Focused Evaluation. Évidemment, il y a les positions plus centrées sur la mesure, plus sur le jugement. Il importe de voir qu'il n'y a pas une posture ou une doctrine unique. Il y a un terrain de jeu de l'évaluation dans lequel les gens ont des postures différenciées. Deuxièmement, que le domaine est traversé par une histoire et par des débats. Je marque relativement complexe parce que, au fond, on peut avoir deux jugements différents. Le jugement sévère de Patrice Matin qui consiste à dire finalement c'est simpliste par rapport au capital intellectuel des sciences sociales mobilisées. Et en même temps, ces débats dans le petit champ de l'évaluation sont loin d'être triviaux quand on réfléchit aux incidences qu'ils ont sur la mise en œuvre de l'évaluation, la portée sociale ou scientifique qu'elle peut avoir, et puis les problèmes de méthodologie. Donc, il y a des débats, des postures. Et puis, ces définitions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles montrent quels sont les thèmes et les problèmes théoriques centraux de toute démarche d'évaluation. Et c'est là-dessus que je vais insister maintenant. En effet, si on repart de la définition de Vivray, chacun des mots utilisés dans cette définition recouvre en fait un débat conceptuel, un débat de représentation du monde, un débat sur les manières d'aborder les choses, qui sont des débats forcément très profonds. Alors on va essayer de prendre plusieurs des mots, l'un après l'autre, pour cerner ces débats. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une politique ? Dans
les approches américaines les plus courantes, une politique, c'est un programme d'action. Là encore, je passe vite puisque c'était parfaitement exposé ce matin. Exemple, l'évaluation des contrats territoriaux d'exploitation. On a un programme avec des règles, un but, pouf, on l'applique, on voit ce que ça donne. D'autres postures d'évaluation vont considérer comme une politique un ensemble de moyens d'action. Ça, c'est ce qui était appelé ce matin les programmes d'action liés aux politiques publiques. Et puis, on peut aussi considérer qu'une politique publique, c'est l'ensemble de l'action publique dans un secteur donné. Par exemple, la politique en matière d'agriculture en France, avec la PAC, plus la politique nationale en matière d'agriculture, plus éventuellement des politiques spécifiques des collectivités territoriales, eh bien, l'ensemble, on peut considérer que ça constitue une politique agricole. Il est clair que selon que l'on choisit le premier, le second ou le troisième cadrage, on n'est à la fois pas sur les mêmes bases théoriques, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose, et donc si on veut mobiliser des auteurs et avoir une discussion critique, on n'est pas sur les mêmes plans. Et puis deuxièmement, ça change énormément les solutions méthodologiques ou les problèmes méthodologiques qu'on peut être amené à résoudre. Alors, à la fin de chacun de ces transparences sur ces concepts, j'ai indiqué la position qui était la nôtre, celle qu'on a développée avec l'analyse stratégique de gestion. Pour nous, une politique, c'est la vue d'ensemble du traitement d'un problème public. Donc là, on est sur une position qui est un petit peu différente, par exemple, de la position qui consiste à penser qu'il y a politique à partir du moment où il y a une intention cohérente et effectivement mise en œuvre. Là, il y a un point de discussion par rapport à ce matin. Les effets. Quels effets? Donc là, on repasse encore sur des thèmes qui ont été discutés ce matin. Dans le transparent que Patrice a passé ce matin sur les moyens, les effets, il est important de voir qu'il y a une évolution dans le temps. Au départ, le cadrage était assez étroit. L'idée, c'était de comparer les effets avec les buts poursuivis de la politique. Et puis, un papier qui a fait beaucoup de bruit dans le landerneau des spécialistes de l'évaluation, c'est un papier de Scriven qui s'appelait « Goal-Free Evaluation », l'évaluation libérée des objectifs. Et ce qu'écrivait Scriven est très simple. Et ça consistait à dire, mais finalement, ce qu'on voulait faire avec une politique, on s'en fiche, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si les effets qu'elle a nous conviennent ou ne nous conviennent pas. Est-ce que cette politique a des effets positifs pour les acteurs qui doivent l'apprécier, ou est-ce que ces effets ne sont pas positifs? Donc il n'y a pas de raison de s'obnubiler sur les objectifs. Et Scriven va plus loin, puisqu'il dit, au fond, la considération des objectifs initiaux, tout ce qu'elle fait, c'est biaiser l'analyse. Et donc, en fait, il faudrait interdire à l'évaluateur de connaître les objectifs initiaux de la politique, dit Scriven, toujours provocateur dans son papier, pour dire, voilà, comme ça on pourra s'intéresser sereinement aux effets des politiques et les juger ces effets sans a priori. Et puis, il y a une troisième manière de les voir, c'est de considérer qu'au fond, ce qui compte, c'est les effets qui préoccupent les parties prenantes. Ça, c'est la responsivity de Gupta et Lincoln, c'est le pluralisme de Monnier. L'évaluation pluraliste de Monnier, ça consiste à mettre les gens, telle qu'elle est présentée par Monnier, il n'y en a pas la propriété, c'est le fait de mettre les gens autour d'une table et de leur dire, au fond, qu'est-ce qui vous préoccupe au sujet de cette politique. Et ça permet de construire la préoccupation sur les effets. Je pense que c'est intéressant de regarder ces cadrages, parce que ce cadrage-là est très proche de celui qui se développe aujourd'hui très vite dans les équipes qui travaillent en France sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il y a une sorte de paradigme en voie de dominance qui est de dire, au fond, pour apprécier les effets environnementaux et les problèmes de développement durable, ce qu'il faut, c'est mettre autour d'une table les gens qui sont concernés par une ressource, et puis c'est eux ensemble qui construisent la question de savoir quels sont les effets pertinents à considérer. Donc je pointe ça pour montrer que tous ces débats sur qu'est-ce que c'est qu'une politique, qu'est-ce que c'est que les effets, ils sont en écho assez étroit avec des positionnements de recherche, que ce soit au CIRAD, au CEMAGREF, dans certaines équipes, qui disent, voilà, pour nous, par exemple,
on va mesurer au regard des buts de la politique, et puis d'autres qui vont dire non, non, nous on met les gens autour d'une table, on organise un atelier interactif, et là on regarde quels sont les effets auxquels on répond. Alors là encore, notre propre positionnement est un petit peu différent des trois précédents. Il consiste à dire que les effets sont à apprécier au regard d'un concernement donné, c'est-à-dire qu'on explicite au départ de l'analyse, partiel, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de tout analyser en même temps, mais de partir d'un concernement. C'est ce concernement qui constitue le soubassement normatif à partir duquel on peut construire une analyse et une évaluation. Donc on reviendra là-dessus après quand je vous présenterai les exemples, et on verra en quoi ça diffère quand même assez profondément, par exemple, d'un cadrage qui s'appuie sur les préoccupations des parties prenantes pour définir les effets de référence. Donc là encore, sur les effets, on a plusieurs manières de cadrer, avec évidemment des conséquences théoriques et méthodologiques tout à fait capitales, et pratiques aussi tout à fait capitales. Mesurer et juger. Alors mesurer, ça c'est une des grandes affaires pour beaucoup de chercheurs dans nos domaines du développement, de l'agriculture, de l'environnement. Quelle métrologie, quelle base de données, quel SIG, quelles unités de mesure, quelle méthode. Juger, ça pose une autre question. Quel référentiel de jugement? Quel est le panel des juges? Quelle est la procédure de jugement? Voilà trois questions différentes sur juger. Et puis, dernier point, qui n'est pas le moins important, quel est le lien entre mesurer et juger? Alors, sur ce lien entre mesurer et juger, on entend parfois l'idée qu'il faut séparer clairement la mesure du jugement, construire des bases de données neutres, et à partir de ça, laisser les politiques prendre position. On entend l'autre position, non, on ne peut pas séparer mesure et jugement, il faut donc construire l'analyse et le jugement. Voilà, sur ce débat-là, notre position, c'est mesure et jugement au regard du concernement qui a fondé l'évaluation. Alors ce concernement, on a dit, c'est pas forcément le but fixé de la politique, c'est pas forcément le concernement majoritaire des parties prenantes réunies autour de la table, c'est le concernement qui est postulé pour fonder l'analyse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là encore, sur cette question de mesure et de jugement, là, ça interpelle très fortement le rôle des différents types de chercheurs qui sont éventuellement impliqués dans des opérations d'évaluation. Et il est clair que pour beaucoup de disciplines, c'est soit telle ou telle question de mesure, soit tel ou tel aspect lié au jugement qui sont tout à fait fondamentaux. Alors si on veut continuer à développer le petit champ sémantique de l'évaluation, pour avoir un champ complet, il faut aussi se poser la question qui évalue, qui mesure, qui juge. Alors évidemment, on peut répondre en disant on mesure, on évalue, on juge. Mais c'est pas une réponse, en tout cas pour moi. On ne gère pas. On gère, pour moi, ça n'existe pas. C'est un tel qui gère. Donc soit une personne morale, soit une personne physique, mais il n'y a pas de on gère, on décide, on évalue. Donc la question est qui évalue, qui mesure, qui juge. Alors là-dessus, il y a aussi des postures très différentes les unes des autres. La première, c'est la réponse moderne, moderne au sens critique de Latour. Les scientifiques mesurent, les politiques jugent. Il y a la réponse procédurale, qui consiste à dire, oulala, on voit bien que ce n'est pas complètement indépendant, mais on ne peut pas non plus fusionner les deux préoccupations, et donc on va prendre soin d'instituer de manière séparée, mais articulée ensemble, d'un côté une instance d'évaluation, qui est un dispositif procédural pour organiser le jugement, et de l'autre côté, un chargé d'évaluation, qui peut être collectif bien sûr, et qui est une instance pour instruire le dossier d'évaluation, les enjeux de mesure et de réflexion sur les mécanismes en œuvre. Autre réponse procédurale, la co-construction, qui consiste à dire non, il ne faut pas deux instances séparées, il faut une seule instance au sein de laquelle les gens discutent entre eux et construisent l'analyse et le jugement
ensemble. Là encore, on passe un peu vite, donc on peut ne pas voir à quel point chacune de ces options ouvre un autre monde, une autre perspective, mais plus que ça, un autre monde de pratique. Et par ailleurs, elle rend possible ou impossible les connexions avec telle ou telle ressource théorique. Autrement dit, c'est pas du tout la même chose de se situer dans une optique où on se met autour de la table pour co-construire un jugement et une évaluation, que de se mettre dans une optique où on a dans deux salles différentes une instance d'évaluation et une instance d'analyse avec des relations à définir entre les deux. Je voudrais ajouter une question que je considère comme absolument capitale. C'est également de savoir dans quelle mesure l'évaluation est instituée ou dans quelle mesure elle est instituante. Donc ça, on va y revenir dans la suite. Il est certain que donc ce matin, Patrice a plaidé avec feu contre l'évaluation instituée au motif qu'elle serait sclérosée dans ses méthodes et qu'elle ne pourrait pas s'adapter à la diversité des situations et des objets. Et pour une évaluation instituante, c'est-à-dire la capacité de se saisir de problèmes évaluatifs et de les traiter. En tout cas, la question de cette polarité-là entre évaluation instituée et instituante, à mes yeux, est absolument capitale. Pour nous, opérer une évaluation, alors c'est une autre réponse encore, c'est pour l'évaluateur se poser comme un acteur stratégique dans un champ cognitif et politique. Autrement dit, être évaluateur, c'est être un acteur, c'est être un opérateur dans un champ qui est à la fois un champ cognitif et un champ politique. Donc vous voyez clairement que ce n'est pas compatible avec la posture les scientifiques mesurent, les politiques jugent, encore que ça on pourra en discuter, mais ça n'est pas non plus compatible avec l'idée de la co-construction, ou du moins ça n'est pas très compatible. On continue notre petit tour des usagers, puisque le champ de l'évaluation, c'est un bien commun. On est beaucoup à pouvoir faire de l'évaluation et à jouer avec les différents concepts et les pratiques évaluatives. Les effets, c'est sympa de réfléchir aux effets d'une politique. C'est effectivement une exigence naturelle, mais c'est des effets. Un effet, on ne peut pas dire il y a un effet. On peut dire il y a un effet au regard de telle théorie ou de telle vision du monde qui me dit que c'est ça, telle action qui a entraîné tel résultat. Donc parler des effets des politiques, poser le problème de l'évaluation des effets, c'est poser la question de savoir quelle est la théorie qu'on a. Alors ça peut être soit une théorie savante, soit une théorie implicite qu'on véhicule, sur les enchaînements de causes et d'effets d'une politique. Là encore, ce matin, on est sur un thème qui a été bien exposé ce matin. Problème théorique fondamental, celui des effets propres. Vous voyez bien que, évidemment, si on pouvait refaire un peu comme l'histoire d'Adam et Ève, on aurait un monde sans politique publique, on aurait un premier opérateur de politique qui arriverait avec un programme d'action pour un objectif. Là, la notion d'effet propre ne serait pas très problématique. On dirait, ben voilà, il a agi sur le système a bougé, les deltas du système ils viennent de son action. Ce ne serait pas trivial méthodologiquement déjà, mais au moins ça a un sens. Dans un univers comme le nôtre, où on a l'impression... Alors, je pense que sur ce plan, on est dans une véritable évolution, c'est-à-dire que dans les années 70 et 80, le problème, c'était l'encombrement des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il y avait secteur après secteur de politiques publiques, et l'évaluation des politiques publiques, elle s'est développée en partie, là encore je recoupe avec l'histoire présentée ce matin, au moment où les ressources budgétaires commençaient à coincer, et où les différentes politiques disaient non, l'argent, il faut nous le donner à nous, et pas aux autres. Et donc là, effectivement, la question se pose de savoir où est le dollar le mieux placé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une phase nouvelle qui va au-delà de ça. C'est-à-dire que les politiques publiques s'enchevêtrent dans un contexte où l'objectif principal d'une politique, c'est d'agir sur les autres politiques,
On le verra pour l'environnement, c'était un des acquis majeurs pour nous du travail sur l'environnement, c'est que la politique environnementale n'a pratiquement pas d'autre objectif que d'agir sur les autres politiques publiques. Donc l'idée de théories qui sont faites pour étudier l'effet d'une politique sur un monde autre que la politique, pour l'environnement, n'ont pas de base théorique de notre point de vue. Donc, ou des bases marginales, complètement marginales. La question des effets propres est donc une question fondamentale à tous les niveaux de l'évaluation, que ce soit les principes ou les méthodes ou la mise en pratique. Est-ce qu'on peut vraiment isoler les effets propres ? Quel est le concept qui permet de les isoler ? Quelle est la théorie qui permet de séparer les effets d'une politique par rapport à l'enchevêtrement de toutes les politiques ? Là, de notre point de vue, on est au cœur des questions qui nous paraissent fondamentales à traiter. Et puis, certes, les effets de la politique, pour les interpréter, il faut bien des théories, mais il est clair aussi que chaque politique a sa théorie d'action. Ça, c'est un des thèmes, un des leitmotifs de l'analyse et de l'évaluation des politiques publiques, c'est que une politique, c'est la mise en pratique d'une théorie d'action du type si je fais ci, alors j'arriverai à changer ça sur tel problème. Et là encore, le champ est rendu complexe par le fait que la théorie d'action propre à une politique, c'est une chose, mais l'évaluateur, lui, il analyse la politique, il vient après, ou il l'observe. Et lui, il a aussi ces théories qui sont des théories interprétatives sur les politiques. L'exemple que tu as donné ce matin sur les agences de l'eau est magnifique. On a deux théories différentes qui interprètent la même politique. Une analyse économique qui arrive avec ces concepts de pollueur-payeur, de rendement sur l'argent investi, etc. Et puis, une autre grille de cadrage théorique qui est la construction de communautés de gestion par la création de communautés débattantes. Et cette autre théorie a une interprétation radicalement différente des programmes agences de l'eau et met en évidence des faits, au sens où tu l'as pris ce matin, tout à fait différents. Donc, le problème de l'évaluation, c'est que c'est à la fois une évidence, c'est quelque chose de pratique, on est tous en situation d'évaluation, mais chaque fois qu'on explique, c'est-à-dire qu'on déplie les mots et les concepts, on s'aperçoit qu'on est amené les uns et les autres à prendre des options radicalement différentes. Ce qui me paraît important aussi, dans le cadre où on est, c'est de dire que chacune des disciplines qui sont présentes dans les organismes de recherche qui travaillent dans nos champs, plus que ça, chacune des écoles de pensée à l'intérieur des disciplines a ses propres options déjà prises, plus ou moins implicites ou plus ou moins explicites, plus ou moins militantes ou plus ou moins tolérantes, sur les différents éléments dont on a parlé. Donc, lorsqu'on va travailler avec des économistes de diverses obédiences, des sociologues, des Sciences Po, des gestionnaires, sur des programmes de recherche qui ont une portée évaluative, on n'est pas sur une table rase où on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'on prend, quelle case on coche sur les effets, sur les politiques, etc. On crée un champ spécifique de débat entre les postures et les choix de contenu et les choix théoriques ou méthodologiques des différents intervenants. C'est un peu ce qui fait le piquant et l'intérêt de la situation lorsqu'il s'agit de faire travailler des chercheurs dans des réseaux qui s'impliquent pour un programme à visée évaluative. Alors, là encore, je reviens sur le cadrage qui est le nôtre. La gestion effective notre cadrage sur les effets propres, il est organisé par les concepts de gestion effective d'un problème public et de gestion intentionnelle d'un problème public. Donc nous, on a une réponse spécifique au nœud de questions qui étaient soulevées sur cette question d'intentionnalité et de globalité ou non des politiques. Je vais y revenir dans un moment, à la fois sur le plan du cas théorique, vite, et ensuite sur le plan d'un exemple pratique. On voit bien que plus largement, les questions d'évaluation de politique, elles nous renvoient aux visions qu'on a ou aux théories qu'on construit sur l'action publique. Quelle théorie on a de l'action publique ? On voit les deux extrêmes, j'en ai parlé tout à l'heure. D'un côté, l'acteur public est un opérateur sur une société civile
qui essayent d'obtenir un impact. Par exemple, quand on s'interroge sur l'impact des instruments économiques pour la gestion de l'environnement, on se situe dans cette posture-là. Et la posture inverse, qui consiste à dire que la politique publique est aujourd'hui l'infrastructure inhérente au fonctionnement même des systèmes sociaux et des systèmes de production, et donc qu'il est ridicule de s'interroger sur les effets de la politique sur un système. Il me paraît aujourd'hui inconcevable d'imaginer l'impact de la politique agricole en France comme l'impact d'une politique publique sur une société et une économie agricole. Ça n'a pas de sens. L'économie agricole française actuelle est consubstantielle à la politique agricole. Donc on voit bien là qu'il y a des paradigmes ou des théories de l'action publique qui cadrent le problème de manière tout à fait différente. Et puis, il y a une autre polarité qui est fondamentale pour aborder ces questions, c'est la question de la pluralité ou de l'unité de l'action publique. Alors sur ce plan-là, j'ai beaucoup aimé la formule que tu as utilisée ce matin et qui consistait à dire que la politique avait toujours une dimension tragique parce qu'elle est sous-tendue explicitement ou implicitement par le problème du rester ensemble et de l'unité. Et au fond, on est dans des communautés de recherche qui, pour toutes sortes de raisons, ont pour vision dominante une vision unitaire de la société et de l'action publique. À l'inverse, nous, on serait, en étant minoritaires dans nos champs, dans une vision qui défendrait un côté éclaté, pluriel de l'action publique. Ce qui paraît intéressant dans ce débat, c'est que l'évaluation des politiques publiques ne peut pas s'y soustraire. Pourquoi ? Parce qu'elle entreprend, quelle que soit la largeur du cadrage sur ce que c'est qu'une politique, elle entreprend d'isoler un morceau de l'action publique prise dans son ensemble et de s'interroger sur les conséquences et le fonctionnement de ce morceau-là de l'action publique. Mais alors, cette interrogation, est-ce qu'on la pose sur un arrière-plan qui est l'action publique prise dans son ensemble, au fond, la politique du gouvernement ou la politique multipolaire ou multiarchique, comme tu as dit, de la politique, ou est-ce qu'au contraire, on prend acte de la pluralité des interventions? Et si on prend acte de la pluralité des interventions, est-ce qu'on est travaillé par une angoisse de l'unité, c'est-à-dire la préoccupation de quelque part les articuler dans une unité? Ou est-ce qu'au contraire, on est travaillé par l'angoisse inverse d'échapper à des formes étouffantes de réduction à l'unité, si on peut dire? Donc là, il y a des positionnements théoriques, souvent implicites, dont on n'a pas conscience assez souvent, qui sont fondamentaux et qui sont tout de suite mobilisés par la question de l'évaluation d'un programme public. Bon, si on se pose la question, si on ne fonce pas tel le rhinocéros en disant j'ai des outils. Donc pour nous, notre posture, c'est un pluralisme de préoccupation, je reviendrai peut-être sur cette notion, et c'est donc une attention soutenue aux dynamiques sectorielles, aux conflits intersectoriels au sein de l'action publique. Pour nous, ce point-là est absolument capital. Donc, voyez que j'ai d'une certaine façon déplié les principaux thèmes en partant de la définition de Vivray pour montrer ce qui est en jeu. Que derrière la simplicité apparente des formulations, il y a des choix absolument fondamentaux et que ces choix sont en grande partie implicites parce qu'on a tendance à les faire de façon automatique à cause des cadrages de sa propre discipline, de ses propres postures, et on le verra aussi après à cause de ses propres intérêts dans tous les sens du terme et de ses propres adhésions. Ce qui semble important aussi de souligner, c'est qu'au regard de l'évaluation, une chose est certaine, les multiples disciplines et communautés scientifiques qui sont dans le champ du développement et de l'environnement sont chacune porteuses d'une partie du questionnement ou du message. Il y en a qui portent telle et telle famille d'outils, tel et tel cadrage, tel et tel type de réflexion critique. Et donc, en fait, la communauté, si on considère comme un ensemble les chercheurs qui travaillent sur environnement, développement
autour de Montpellier par exemple, on peut s'apercevoir qu'il y a une sorte de nébuleuse qui assume de manière partielle les moyens, les questionnements, les positionnements. Et quel est l'enjeu finalement de l'explicitation qu'on essaye de faire de l'évaluation des politiques publiques? C'est de réfléchir aux manières dont peuvent être organisées, structurées, ou dont se structure et s'organise, ça dépend comment on voit les choses, cette nébuleuse de gens qui mettent la main dans des recherches qui ont une portée évaluative. Si j'étais québécois, là, je dirais ça va. Alors, deuxième volet, on va donc, au lieu maintenant, là je vous ai montré tous les choix qui peuvent être faits, c'est très vertigineux parce que la diversité des postures est énorme. Donc là on va reprendre le problème, disons-le, à l'envers. On va partir de notre propre posture pour la redéfinir. Alors cette posture, on l'appelle l'analyse stratégique de la gestion environnementale, et elle rentre dans le champ des recherches qui essayent de cerner des théories sur la gestion de l'environnement, c'est-à-dire qui se demandent quels sont les concepts organisateurs qu'on peut utiliser pour organiser le traitement la réflexion sur la manière dont sont traitées les responsabilités collectives en matière d'état des écosystèmes et des ressources. Bon, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas une séparabilité complète entre la manière de formuler la question générale et la position qu'on prend, mais en tout cas c'est dans ce champ-là qu'on s'inscrit. Pour donner des idées d'alternatives, il y a des théories qui en ont une vision dimensionnelle, qui se demandent à comment on peut faire pour assurer de la durabilité dans une analyse et dans une réalité économique. Il y a des théories qui essayent d'instituer sur le plan politique, comme la théorie de Bruno Latour, du livre Les politiques de la nature, les concepts clés de cette prise en charge des non-humains. Et puis, il y a dans notre champ des théories aujourd'hui dominantes qui sont des théories plus globales, et parmi elles, comme théories dominantes, les théories de la gestion patrimoniale et les théories néo-patrimoniales, qui sont d'une certaine façon cousines, mais pas si proches que ça, des approches des commons développées par les anglo-saxons. Et nous, à l'intérieur de ce champ de débat et de réflexion-là, on a une proposition propre qui est de considérer que le problème fondamental de l'environnement, des ressources et du développement durable n'est pas un problème de coordination, que le problème de coordination est tout à fait second, que le problème fondamental est un problème d'action stratégique de changement. Donc la question, c'est qui peut faire quoi pour assurer la conservation ou le rétablissement des qualités désirables de l'environnement naturel. Elle est tout à fait, c'est ça notre question organisatrice centrale, elle est tout à fait différente de la question des théories fondées sur la coordination, question qui est comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble pour agir ensemble dans un cadre d'action collective, pour prendre en charge les responsabilités sur les ressources et l'environnement. Donc on s'inscrit dans ce champ théorique et on est effectivement dans une position qui nous met dans un débat théorique assez franc d'une certaine façon par rapport à ces positions-là. Alors les étapes du développement de la théorie, ça a été ma thèse en 89, les travaux collectifs de notre groupe avec un texte assez développé en 98 que j'avais écrit et un article collectif que j'ai apporté et qui résume l'ensemble des travaux et qui donne l'ensemble de la bibliographie de ce qui a été réalisé. Donc ça, c'est des éléments qu'on s'arrangera pour mettre à votre disposition. Et puis, deux thèses qui portent directement sur le développement de la théorie et sur des applications d'une grande ampleur. La thèse de Maya Leroy et celle de Raphaël Billet, qui ont été toutes les deux soutenues à la fin de l'année dernière. Alors, il est clair que là, je vais passer très vite. Je ne pense pas qu'on puisse passer beaucoup du temps à rentrer dans ces débats de théorie de gestion de l'environnement. Ça devrait faire l'objet d'autre chose. Je vais juste résumer la chose pour montrer ensuite en quoi ça peut structurer une approche spécifique de l'évaluation des politiques publiques. Alors au fond, l'axiomatique de la SGE, quelle est-elle ?
je vais commencer par le deuxième point. Elle consiste à poser par définition que la gestion effective d'un système écologique, c'est l'ensemble des actions anthropiques qui, consciemment ou non, intentionnellement ou non, ont une influence déterminante sur ses qualités. Évidemment, cette définition n'a de sens que si on a posé au départ le type de qualité auquel on s'intéresse et qui sont le fondement de l'analyse. Donc, l'analyse stratégique, elle appuie l'analyse du système d'action lié à un problème d'environnement sur une définition préalable en termes écologiques de l'objet environnemental à prendre en compte et des objectifs poursuivis. Donc on est bien dans le champ général de l'analyse des systèmes d'action, comme Patrice l'a présenté ce matin, mais avec des calages spécifiques sur ce qui fonde l'analyse du système d'action. Troisième point, on va poser par définition que que les acteurs d'environnement sont les acteurs de changement, c'est-à-dire ceux qui ont comme ressort d'action de provoquer les changements appropriés de la gestion effective de l'objet écologique. Et eux sont opérateurs de gestion intentionnelle, c'est-à-dire que l'action de ces acteurs-là, c'est ce qu'on appelle la gestion intentionnelle. Donc on a construit une réponse spécifique à la question de l'intentionnalité, telle qu'elle a été soulevée assez vivement ce matin. Et du coup, la gestion, c'est quoi ? C'est un système émergent, puisqu'il émerge des interactions du système d'action et de l'interaction surajoutée au sein du système d'action qui est la gestion intentionnelle. Donc un système émergent qui change, qui se structure au fil de temps, sous l'effet structurant des conflits, et dans le cadre duquel les préoccupations environnementales finissent par être partiellement intégrées. Il s'inscrit donc dans une dialectique entre action partielle de changement, une action de la partie sur le tout pour obtenir un changement, et la résistance du tout au changement, résistance qui se traduit par une intégration partielle des revendications et par un rejet partiel, c'est-à-dire une résistance au sens politique du terme, une réaction au sens politique du terme. Donc les termes clés de la gestion de l'environnement dans notre perspective, c'est action de changement en faveur de l'environnement, intégration partielle, résistance à cette action de changement, qui, au fil du temps, se traduit par une intégration partielle de l'environnement et par une réaction anti-environnementale, les deux étant évidemment mêlés de manière ambiguë et dans le cadre d'une dialectique dont le décryptage fait tout l'intérêt de l'étude de ces situations stratégiques de gestion environnementale. Alors, évidemment, on pourrait passer l'après-midi à discuter de cette axiomatique, de ses conséquences pour analyser la gestion de l'environnement, de ses liens avec les autres manières de fonder l'analyse des systèmes d'action, etc. C'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objet, c'est de voir en quoi cette base-là va permettre de faire fonctionner une approche spécifique d'évaluation des politiques publiques. Cette approche, elle est guidée par un souci de mise en lisibilité. Alors, je pense que ça, c'est une notion qui mérite d'être développée. Ce matin, la question a été posée de la transparence, et avec des mots plus fleuris, Patrice a dit c'est une connerie. Il a raison, la transparence, ça n'existe pas. Le leitmotiv de la transparence pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Dans le colloque sur les cosmopolitiques à Cerisy, un Anglais est venu nous présenter ce qui se passait, la manière dont BP, la compagnie pétrolière, prenait le problème. BP est en train de construire un oléoduc dans le Caucase et veut être exemplaire dans la participation du public, dans le Caucase. Donc vous voyez le contexte. BP a dit on va être totalement transparent, et ils ont mis toutes leurs infos sur le web. Il y a 11 000 pages sur le web. Et donc, quand des gens râlent en disant sur ce que BP fait dans le Caucase, BP dit attendez, vous foutez de nous. Vous avez demandé de la transparence, vous l'avez, vous avez 11 000 pages d'informations sur le web. Le mètre 50 d'études est sur le web, donc venez plus nous casser les pieds avec des histoires de transparence. Donc, ceci étant, l'exigence de transparence, elle traduit une préoccupation, mais il faut la reconceptualiser, cette préoccupation. Et le concept qui me paraît adéquat, c'est le concept de lisibilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que
la transparence, ça semble dire si c'était pas opaque, on verrait. Mais c'est pas vrai. Lire dans les systèmes d'action publique, ça demande une lecture, ça demande d'avoir appris une grammaire, un vocabulaire, ça demande de se mettre à la bonne distance, ça demande de savoir lire. Puis il y a des textes, c'est-à-dire des systèmes plus ou moins faciles à lire. Et donc, au fond, la question de la transparence, il faut la remplacer par la question de la tension entre l'effort de lecture et la résistance à la lecture. Autrement dit, ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une question de transparence, c'est une question de résistance à la lecture que j'appelle l'illisibilisation. Et quand on regarde les modes d'action politique et les politiques publiques, on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques très très fortes d'illisibilisation qui sont en œuvre et qui sont la réaction à l'exigence de transparence. Et donc, en fait, je pense qu'il faut repenser cette question en disant le but de l'évaluation, l'enjeu de l'évaluation, c'est un enjeu de mise en lisibilité, c'est-à-dire de contrôle des résistances à la lecture. Et puis, à côté de ça, il y a un enjeu de la lecture, c'est-à-dire que les gens n'auront pas une vue sur les politiques publiques sans une action de lecture des politiques publiques. Alors, quelle est, du coup, une fois cette précision apportée, comment se traduit on va revenir de notre axiomatique d'ASG ou d'ASGE vers l'évaluation des politiques publiques. On va se demander quelle est la définition qui découlerait au fond. On va reprendre les jeux de cubes des définitions de l'évaluation et on va voir comment on les disposerait dans cette optique. Donc évaluer une politique, pour nous, c'est analyser les facteurs et les acteurs déterminants pour l'évolution d'un état de choses qui constitue un problème public et qui a été postulé au départ, dans des termes qui rendent public et plus lisible les responsabilités impliquées, en particulier les actions publiques concernées, et les marges de manœuvre, et qui aident les gens qui voudraient agir à construire eux-mêmes une lecture des marges de manœuvre pour le changement. Donc là aussi, il y a un enjeu théorique majeur, c'est de savoir si la recherche débouche sur des préconisations à portée générale, du genre on devrait, il faudrait, position que nous ne partageons pas du tout, et d'autres conceptions qui consistent à dire finalement, nous, on propose des lectures, et ces lectures peuvent être lues à un autre niveau de lecture, comme étant des lectures sur les marges de manœuvre d'action, mais les lecteurs de ces lectures ne sont pas autres que les acteurs des actions potentielles. Donc sur tout ce point-là encore, on est dans une position minoritaire à l'intérieur du champ, mais bon, ça nous paraît quand même assez fondamental. Donc ça donnerait ça comme posture sur l'évaluation. Alors maintenant, on va discuter de ce que donne cette posture. Évidemment, on n'en est pas resté à des questions de posture. Et si on s'intéresse à discuter de ces questions d'évaluation, c'est parce qu'on a réalisé 3 interventions, soit dans le cadre des études, c'est le cas de la première, soit dans le cadre de la recherche, c'est le cas des 2 suivantes, des interventions assez lourdes d'évaluation d'action publique dans notre domaine de l'environnement. Alors, la première, c'est l'évaluation des politiques publiques en matière de zones humides. Ça, c'est une évaluation qui a été conduite dans le cadre de la procédure du Commissariat général du plan. Ça a été une des premières. C'est une évaluation sur les politiques à l'échelle nationale en France en matière de zones humides. Et là-dessus, il y a pas mal de documents. Donc là, j'ai apporté un certain nombre d'articles et de documents. On verra comment on fait pour les mettre à disposition, soit par le web, soit par d'autres méthodes. Ça veut dire que on a, dans le cadre de... Donc, là, il faut que je fasse une petite incidente. Dans le cadre de la procédure de 90, pour chaque évaluation de politique publique, on institue une instance d'évaluation
plutôt politique pour faire court, et on mandate un chargé d'évaluation qui va faire les études d'appui pour l'instance d'évaluation. Donc moi j'étais responsable de l'équipe de chargé d'évaluation après avoir remporté l'appel d'offres. Donc on a réalisé cette intervention en s'appuyant sur le cadre théorique d'ASGE, et ensuite on a créé un certain nombre de papiers réflexifs pour débriefer cette expérience dont les plus récents datent de il y a peu finalement. Et du coup, c'est ce corpus-là qui peut servir de base de réflexion sur cette évaluation en matière de zone humide. Par ailleurs, il y a Lascaux et Sedbon qui ont écrit dessus, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Donc là, il y a du débat possible. Les deux interventions suivantes, elles ont été faites dans le cadre des thèses respectives de Maya Leroy sur le fleuve Sénégal. Donc ça, c'est une évaluation qu'on va qualifier de libre, qui n'a pas été mandatée et commanditée. Elle porte sur des politiques au plan international, elle est multiscalaire, elle va du plan local au plan international, et elle est dans un contexte sud cette fois, pas dans un contexte national. Je reviendrai là-dessus, il va de soi que pour nous, c'est certainement sur cette base-là que peut se construire la discussion la plus approfondie et la plus pertinente pour des chercheurs du CIRAD sur ces questions d'évaluation de politique publique, si ils s'intéressent au cadrage théorique qu'on propose. Et puis, la troisième, c'est le travail de Raphaël Billet sur les politiques et programmes de gestion intégrée du littoral. Là, on est encore dans un cas de figure un peu différent. On est dans un de ces multiples domaines où il y a une doctrine bien établie d'intervention internationale. Raphaël a recensé 120 livres de guidelines sur la gestion intégrée du littoral, qui disent tous la même chose, ou à peu près. Là encore, c'est une évaluation qui résulte d'une autosaisine. Vous comprendrez après qu'on a une tendance assez forte à l'autosaisine dans notre groupe. Et à des échelles cette fois-ci locales ou régionales, et dans laquelle Raphaël a mis en parallèle, sans faire de différenciation particulière, des situations dites nord et des situations dites sud. Donc, pour résumer le deuxième volet de l'intervention, nous, on a un travail de théorie de la gestion de l'environnement qui peut se décliner dans le champ ou construire une posture spécifique dans le champ de l'évaluation des politiques publiques. Et on a 3 réalisations principales à partir desquelles on peut discuter de ce que ça donne et des effets, des déplacements que ça produit, et notamment de savoir si comment le cadrage théorique permet d'avoir des effets particuliers, à la fois des effets de compréhension et puis des effets pratiques, des effets de changement. Alors, j'en arrive aux exemples. Alors, évidemment, les exemples, je vais les présenter de manière un petit peu rapide et simple, parce que il va de soi qu'une opération comme l'évaluation des politiques en matière de zone humide, elle n'a pas duré 5 ans, parce que l'instance d'évaluation était présidée par le préfet Bernard, qui n'était pas le genre à faire durer 5 ans. Il a été d'une efficacité redoutable. Et par ailleurs, l'équipe dans ce cas particulier, l'instance a confié l'ensemble du travail de chargé d'évaluation à une seule équipe dans le cadre d'une opération de durée limitée. Ce qui fait que l'opération a duré en tout 1 an et demi. Mais c'est évidemment une opération très complexe et je ne peux vous présenter que quelques éléments. Et ce sera encore plus vrai pour l'exemple du fleuve Sénégal étudié par Maya. Alors, l'évaluation des politiques en matière de zones humides. Les zones humides, c'est un dossier majeur des politiques environnementales. Un des résultats de l'évaluation, ça a été de montrer que la moitié des moyens de toute la politique nature, milieu, biodiversité étaient consacrés aux zones humides. Par ailleurs, il y a une convention internationale zones humides, etc. Il y a tout un dispositif sur les zones humides. La procédure a été conduite, donc les procédures d'évaluation étaient des procédures interministérielles et un ministère prenait l'initiative de déclencher la procédure. Ici, la procédure a été déclenchée à l'initiative du ministère de l'Environnement. L'instance a été présidée par le préfet Bernard et les chargés d'évaluation, donc c'est le bureau d'études ASCA, Aline Catan, Emmanuel Lirdeman, Patrick Jubot, Maya et moi.
l'étude a été faite en 2 phases. Ce point est capital. La première phase, c'était une phase de bilan. Pour être plus précis, c'était une phase de mesure des conséquences. Autrement dit, on a consacré 2/3 du budget, 2/3 du travail de l'équipe d'études à mettre au point une méthodologie et à l'appliquer pour mettre en évidence les conséquences de l'action publique en matière de zones humides. Et on a consacré 1/3 de l'évaluation à faire un audit patrimonial, c'est-à-dire à faire une étude complémentaire à la première, dans l'optique de la gestion patrimoniale, pour croiser les deux approches. Et donc on a 2 cadrages théoriques différents, 2 approches méthodologiques radicalement différentes, croisées dans le cadre de la même opération. Donc cette opération, elle a donné des enseignements qui, à mon avis, sont encore aujourd'hui d'actualité sur les perspectives respectives d'un cadrage patrimonial ou néo-patrimonial, à mon avis, ça revient au même, et un cadrage d'analyse stratégique de gestion. Peut-être dire un mot, enfin je ne sais pas si tu vas le dire, sur ce que recouvre patrimonial et la différence avec le néo-patrimonial. Le patrimonial, c'est la gestion patrimoniale qui a été développée par Berthier, Olagnon, Montgolfier, puis ensuite d'autres dont j'ai fait partie. En gros, entre 1976 et 1987 pour la phase de mise au point, et qui est depuis enseignée et développée à l'INAPG par Henri Olagnon. Et les approches néo-patrimoniales, ça va être par exemple les approches qui sont décrites dans des papiers par Weber, Martine Antona et d'autres chercheurs du CIRAD qui ont pas mal inspiré des gens du CEMAGREF et qui ont inspiré aussi d'autres gens comme par exemple Pénanguet et Beuret en Bretagne, qui n'appellent pas leur approche patrimoniale, mais leur approche est un décalque direct à la fois des approches patrimoniales et néo-patrimoniales. Les proximités sur le plan théorique et méthodologique sont absolument énormes en fait. Ce sont des variantes, mais sur une très longue période, d'une approche, d'un angle d'attaque, d'un cadrage théorique et d'une approche méthodologique qui constitue une famille d'approches. L'enjeu, oui, en fait, si j'insiste sur cet aspect-là, c'est parce qu'évidemment, je sais bien que ça a un intérêt pour un certain nombre de chercheurs du CIRAD, c'est un thème de débat, que ça a un intérêt pour des chercheurs du CEMAGREF, que dans notre communauté, c'est un véritable enjeu de discuter des spécificités et des alternatives de ces positionnements patrimoniaux et néo-patrimoniaux. Voilà, là j'ai écrit un certain nombre de papiers un petit peu incisifs, notamment sur les... Bon, mais on s'égare. Ça, c'est un des enjeux clés des débats sur les théories de la gestion de l'environnement. Alors, donc les zones humides, le point clé, c'est que il n'est pas possible de penser le problème de l'évaluation comme étant avant tout un problème de mesure. Le gars qui a trouvé un mètre et qui se dit qu'est-ce que je vais mesurer, c'est pas ça le problème. Les choix de cadrage et les choix de méthode ne peuvent pas être pensés indépendamment d'une analyse de l'état et des enjeux du débat, mais le débat c'est à la fois le débat des experts mais aussi le débat politique. Deuxièmement, les choix de cadrage et de méthode, et ce point-là est peut-être plus original, ne peuvent pas être pensés indépendamment d'une prise en compte des résistances à l'évaluation. Toute évaluation suscite une résistance. Et il n'est pas possible de considérer ces résistances comme étant simplement un effet de bordure, une limite, une érosion dans la pratique, etc., etc. Ces résistances, elles sont au cœur du problème. Vous allez porter un jugement sur des gens, dans tous les domaines de jugement, la résistance au jugement est au centre de l'activité liée au jugement. Les avocats travaillent d'une certaine façon plus que les juges. Donc, et puis, on ne peut pas penser non plus les questions de cadrage théorique et de méthode en dehors des considérations de faisabilité. J'avoue que régulièrement, j'ai des petits problèmes à entendre des gens qui disent la solution elle est de la forme suivante, il n'y a qu'à tout savoir sur telle ou telle dimension d'un problème, avoir toutes les données, toutes les mesures, et après effectivement on n'aura plus de problème pour mettre en évidence les faits qui nous intéressent. Ce problème-là, et cette manière, elle est évidemment irrésistible sur le plan logique, mais elle pose un problème majeur,
c'est qu'elle ne débouche pas sur une évaluation. Et encore, ce serait moindre mal, puisqu'on n'arrive pas à tout savoir, donc on n'arrivera jamais à mesurer. Et c'est le point qui, moi, m'intéresse plus dans l'analyse, au sens fort du terme, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est le fait que ce mépris des considérations de faisabilité fait pour moi partie inhérente de la résistance à l'évaluation. C'est-à-dire que travailler à une évaluation avec un cadrage théorique et des méthodes dont on pourrait se rendre compte qu'ils ne déboucheront pas sur un résultat qui a un impact significatif, c'est participer de la résistance à l'évaluation. Et donc, pour moi, ce n'est pas seulement un problème logique ou épistémologique ou un problème de pognon et de moyens de recherche. C'est que cette posture-là, cet enjeu-là, cet enjeu de faisabilité, est en liaison directe avec la question de résistance. Et la question je ne veux pas ou je ne peux pas, je ne suis pas d'accord qu'on me dise je ne peux pas, sans être d'accord pour qu'on discute du fait de savoir si on ne veut pas. Un chercheur qui explique qu'il émarge un budget pour une recherche qui a un objectif d'évaluation, mais que pour des questions de faisabilité, la démarche, la théorie rigoureuse qu'il a choisie ne va pas déboucher sur un véritable impact de jugement, je ne suis pas d'accord pour qu'il me dise simplement je ne peux pas, il y a des problèmes, etc. Je pense qu'il a une part de responsabilité et que ce ne pas pouvoir est aussi un ne pas vouloir. En tout cas, il ne peut pas être discuté séparément. Les trois dimensions sont étroitement interdépendantes. Donc, il faut s'interroger. Alors, sur les zones humides, bonne chance, vu le contexte. Quels étaient, sur les zones humides, l'état et les enjeux du débat en 1993, au démarrage de la procédure? D'abord, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient état de dégradation des zones humides. Ça faisait 15 ans que s'accumulaient toutes sortes de faits, de preuves, de rapports, de machins qui disaient telle zone humide, telle zone humide, telle zone humide est bousillée, on a perdu 10% tous les 10 ans de zone humide à tel endroit, etc. D'autre part, depuis le début des années 80, énormément d'interventions publiques en faveur d'actions publiques pour la conservation et la gestion avisée des zones humides, notamment à la suite de la Convention internationale de Ramsar. Et puis, des résistances évidentes, en particulier de la part du ministère de l'Agriculture. Et donc, ces résistances ont été au cœur de la réflexion méthodologique sur la manière dont il fallait construire l'évaluation. Dit autrement, on n'a pas dit voilà comment on va construire l'évaluation, on met en œuvre et après on s'aperçoit que ça résiste. On s'est demandé comment fonctionne le débat à la fois politique et cognitif sur l'évaluation, quelles sont les résistances et quelle est la forme d'analyse qui va pouvoir lever les résistances. Enfin, les lever, non pas en convainquant, mais qui va ne pas être neutralisée par les résistances. Et donc, j'ai apporté ici un article de 96, je crois, que j'ai publié dans Gérer et comprendre, et qui montre le lien intime entre l'analyse des résistances et la construction de la méthodologie. Il y avait 4 lignes de résistance principales de la part des adversaires de l'évaluation des zones humides, et c'est principalement le ministère de l'Agriculture et sa direction de l'aménagement. La notion de mise en lisibilité, ce n'est pas une notion abstraite. Dans les situations concrètes de recherche, dans les situations concrètes d'évaluation, il y a des acteurs qui s'opposent activement au type d'analyse qui pourrait rendre lisibles les actions et les responsabilités. Et donc, dès que le mécanisme a été enclenché sur l'évaluation des politiques publiques zones humides, les actions pour empêcher la mise en lisibilité se sont déclenchées et ces actions suivaient 3 lignes stratégiques principales. La première ligne stratégique, c'était une argumentation de type « les zones humides, quelles zones humides ?» Dit autrement, vous nous parlez des zones humides, c'est un concept vague, on n'a pas une carte exhaustive des zones humides, comment vous les définissez? Regardez tel endroit, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une zone humide ou pas une zone humide? Et donc, avec ce problème de délimitation, on peut bloquer pendant des années, même pendant des décennies, si en face les gens marchent dans la combine,
l'évaluation, puisque comment baser une méthodologie rigoureuse de mesure et d'évaluation d'un objet qui pose un problème définitionnel. Par ailleurs, il n'y a pas de solution technique simple pour cadastrer les zones humides, ça n'existe pas. J'ai écrit un autre article que j'ai mis dans le dossier là-dessus. Et s'il en existait une, on verrait qu'il ne s'agit pas d'une difficulté méthodologique, mais d'une résistance, c'est-à-dire que quand on surmonte cette question de la définition par des moyens techniques, eh ben on obtient un effet de réaction violente, qui montre que la question n'était pas une question de définition, mais bien une résistance, au sens analytique du terme. Donc, le cadrage en face, la réponse à cette résistance, ou la prévention de cette résistance, a été de dire, voilà, on ne sait pas délimiter au mètre près les zones humides. De toute façon, on sait bien qu'il y a une cristallisation possible sur le débat précis de limite qui n'a pas de fin. Et donc, on a adopté la solution suivante. On a dit, voilà, on va recenser les principales zones humides françaises, celles dont personne n'est en position de dire que ce n'est pas une zone humide. Et on en a recensé 80 sur une carte de France. Et ensuite, on a adopté la position suivante. On les a prises presque toutes, en tout cas toutes celles qui ne prêtaient pas à controverse sur la définition. Et donc, a priori, une analyse qui serait valable sur un échantillon qui comprend presque toute la population, eh bien, elle va être probante, même s'il reste des problèmes de délimitation ou des problèmes définitionnels sur la bordure de ce territoire ou de cette population. Bon, alors ça, il y a eu des débats, mais cette ligne a tenu. Deuxième exemple qui a été beaucoup plus fondamental, enfin qui a été tout aussi fondamental, mais beaucoup plus en termes de processus et beaucoup plus chaud dans la procédure. C'est la bataille des exemples. Autrement dit, chaque fois que les responsables des problèmes de zones humides ou les environnementalistes disaient il y a des zones humides qui se dégradent, les gens qui plaidaient contre la politique de préservation des zones humides arrivaient avec des exemples en disant mais il y en a qui s'améliorent. Ah bon, effectivement, si on est dans cette situation-là, c'est pas possible d'évaluer l'action publique. Si il y a des fois elle fait du bien, il y a des fois elle fait du mal, ça suffit pas à fonder une évaluation. La forme de la réponse, or, et là c'est très intéressant, l'appel d'offres, l'instance d'évaluation, l'instance politique, c'est elle qui rédige le cahier des charges de l'appel d'offres auquel va répondre le chargé d'évaluation sur le plan scientifique et technique. Et l'appel d'offres, il disait, vous allez faire 3 études de cas approfondies pour qu'on comprenne les situations. Et donc, nous, on est arrivés, et on leur a dit, c'est sympa, mais si on fait 3 études de cas, c'est pas compliqué. On va prendre un cas positif, un cas négatif et un cas ambivalent. Ça ne peut se terminer que comme ça. Mais dans ce cas-là, l'évaluation à la fin, elle va dire, il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas, puis des fois où c'est ambivalent. Donc, on n'aura pas répondu à la question d'évaluation. On aura fait de l'étude d'évaluation un renforcement de la résistance à l'évaluation. On n'aura pas mis en lisibilité. On aura, d'une certaine manière, amplifié l'ambiguïté. Et donc, on a renégocié à la hache avec l'instance d'évaluation en disant non, la forme de la réponse, elle est autre. On va prendre toutes nos 80 zones humides et on va compter. On va compter le nombre de cas où ça se dégrade, le nombre de cas où ça s'améliore et le nombre de cas où ça se discute. Puis là, on verra. En tout cas, on ne sera pas dans l'ambiguïté. Troisième ligne de contre-offensive stratégique qui étaient défendues. Bon, ces lignes stratégiques, elles étaient incarnées notamment par le directeur de l'aménagement du ministère de l'Agriculture qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'empêcher la mise en lisibilité. On verra tout à l'heure pourquoi. Dans le cadre de la méthodologie, on a fait répondre aux questions sur les zones humides par des experts. Et son attaque, c'était de dire les avis d'experts, mais ce ne sont pas des experts. Et il a développé un argumentaire ad hoc qui permettait de montrer qu'aucun des experts n'était pas vraiment un expert. C'est-à-dire qu'au fond, soit les gens n'avaient pas de doctorat ou de HDR, donc ils ne pouvaient pas être des experts.
soit ils travaillaient sur les zones humides en utilisant peu ou prou des financements liés au ministère de l'Environnement. Dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas être des experts indépendants, on ne pouvait pas les consulter, puisqu'ils étaient plus ou moins liés au secteur d'action publique qui était sous évaluation. C'était les principales lignes. Mais il est évident que si on accepte cette définition, il n'y a aucune mise en lisibilité possible, puisque le ministère de l'Agriculture ne paye pas d'experts, ou les autres ne payent pas d'experts. Donc, on peut toujours trouver des raisons de disqualifier les experts. Donc, là-dessus, la réponse a été simple, elle a été de dire pas de problème. Les expertises ont été faites par des experts. Si vous voulez les contredire, il vous est parfaitement loisible de proposer une contre-fiche, une contre-expertise, signé par un expert plus crédible et dont le contenu résiste à la discussion. C'est-à-dire que si vous avez des objections de fond à faire avancer par un autre expert, elles seront examinées. Et puis là, on aura un débat contradictoire. On verra. Ça a rouskaillé sérieusement, mais bizarrement, une fois qu'on a refusé l'algorithme de disqualification ad hoc de tous les experts, il n'y a pas eu beaucoup de contre-expertise à celles qui étaient avancées dans le cadre de l'évaluation. Il y en a eu quelques-unes, mais là, le système s'est régulé. Et alors, le dernier contre-argument, lui, ces arguments, ils se sont traduits par des véritables tensions dans la procédure d'évaluation. C'est-à-dire que dès que le ministère de l'Agriculture a pigé que ça allait se traduire par une mise en lisibilité de ce qui se passait dans les zones humides, il a essayé plusieurs stratégies différentes. Il a d'abord essayé des stratégies de disqualification sur le plan de la méthode et du contenu. Il a essayé de jouer la chaise vide, de ne pas venir aux réunions de l'instance d'évaluation pour discréditer l'évaluation. Le préfet Bernard est allé voir le commissaire au plan pour un rappel à l'ordre du ministère de l'Agriculture pour les obliger à venir aux réunions. Donc, les débats méthodologiques et cognitifs dont on parle, ils sont liés à de véritables phénomènes de conflictualité et de résistance dans le cadre des procédures d'études. Et alors là, c'était celui, si je peux dire, dont j'étais le plus fier, c'est que j'avais anticipé sur ce que serait la 4e et dernière ligne de résistance. Parce que celle-là, on la voit dans tous les dossiers de développement durable et d'environnement. Elle est très simple, elle consiste à dire, une fois que la mise en lisibilité est faite sur les conséquences des actions passées, elle consiste à dire, ah bah ouais, c'est vrai. On a beaucoup dégradé, on n'a pas pris de précautions, on voulait mais ça s'est pas fait, on n'était pas mandaté. Bon, d'accord, ça s'est mal passé. Mais on est en train de changer et à l'avenir ça se reproduira plus. Vous remarquez que toutes ces topiques sont des topiques extraordinairement courantes. Le gamin pris la main dans le pot de confiture n'a pas un modèle analytique et une topique différente de celle du directeur de l'aménagement du ministère de l'Agriculture, une fois que vous avez mis en lisibilité les conséquences de l'action publique. Et donc, j'avais anticipé sur ce point-là, et je m'étais dit, dès qu'on va montrer les impacts de l'action publique, on va avoir ce truc-là, et donc vous allez voir comment on a inclus dans l'étude et l'évaluation des zones humides, une expertise zone par zone sur les perspectives d'évolution. Vous dites que ça va changer, nous c'est intéressant, on a fait le point zone par zone avec 2 experts par zone pour voir quels étaient les éléments de changement qui étaient effectivement opérationnels sur la zone et avec quelle chance de réussite. Alors, les choix de méthode, là je vais passer très vite. On a donc défini notre liste de 80 zones humides. On a fait un fichier, on a fait une fiche par zone humide avec une série de questions. Je vous montrerai rapidement les questions. On a désigné 2 experts par zone sur un groupe total de 40 experts pour les 80 zones. Il y a eu discussion contradictoire et recoupée par les membres de l'instance des différents avis. Et on s'est intéressé d'une part à la gestion effective, au sens où on s'est intéressé à l'ensemble des actions publiques qui ont eu un impact sur la zone humide. On s'est intéressé à la gestion intentionnelle, c'est-à-dire aux actions publiques spécifiquement entreprises en faveur des zones humides. Et puis, dans le dernier volet, on a pratiqué cet audit patrimonial pour essayer de comprendre quelles étaient les attitudes des protagonistes par rapport à d'éventuelles actions pour transformer la situation.
Alors, les résultats, là, c'était avant l'époque des PowerPoint. Ce sont des transparents. Alors donc, on a choisi un échantillon représentatif, entre guillemets, il est représentatif a fortiori. On a défini les informations recherchées, désigné des experts, recueilli les informations, recoupées et validées. Un point de cadrage est capital. Si on s'intéresse aux causes d'évolution des zones humides, mais ce serait vrai pour les forêts tropicales, ce serait vrai pour les fertilités des sols, ce serait vrai pour n'importe quoi, n'importe quel objet naturel à gérer, il y a des causes naturelles, par exemple le comblement des lacs, il y a toutes sortes d'initiatives qui reflètent des tendances économiques, ce serait l'idée d'un monde qui échappe en partie aux régulations par les politiques, et puis il y a les politiques publiques. En tout cas, on a cadré le problème de manière à distinguer ces couches-là de fonctionnement. Et donc, pour chaque zone, on a envoyé un questionnaire de 25 pages qu'on a résumé dans une fiche. Et donc, dans le rapport d'évaluation tel qu'il a été publié à la documentation française, vous avez les à peu près 80 fiches, de manière à ce que le public puisse lire zone par zone. La mise en lisibilité, ça veut aussi dire, c'est pas seulement un enjeu conceptuel, ça veut dire l'évaluation, elle doit créer un matériel qui permet aux gens de lire, de rentrer plus loin dans la compréhension de ce qui se passe avec l'action publique au regard de leurs préoccupations. Donc, on a débouché sur une fiche par zone, l'évolution constatée, les causes de l'évolution, la place des politiques publiques en général dans l'évolution, c'est la gestion effective, tout ça, mais la place des politiques publiques dans la gestion effective, les politiques de protection, c'est la gestion intentionnelle, et les avis d'experts sur les perspectives. Alors, je vais vous donner les résultats. Les résultats, on les a classés en ce qui concerne en tout cas les conséquences de l'action publique, en 5 catégories. Les zones fortement dégradées, en ordre de grandeur, c'est celles qui ont perdu plus que 50% de leur fonctionnalité ou de leur surface. Les zones dégradées, celles qui ont perdu entre 10 et 40% de leur surface ou de leur fonctionnalité. Les zones stables, les zones restaurées ou de nouveaux milieux humides ont été créés, celles qui se sont améliorées un peu et celles qui se sont améliorées beaucoup, c'est-à-dire où la superficie a beaucoup augmenté, où les fonctionnalités ont beaucoup augmenté. Le résultat de ce pointage est celui-là, c'est-à-dire que sur la totalité de notre population de zones humides, vous voyez qu'il y en a 12 qui se sont dégradées de manière majeure, il y en a 51 qui se sont dégradées de manière quand même bien significative, il y en a 8 qui sont restés plus ou moins stables, il y en a 2 qui se sont améliorées un peu, et il y en a une qui s'est beaucoup améliorée. Donc là, on voit au terme de l'évaluation qu'on a pu déplacer le front du débat. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible à quiconque de dire il y en a des qui se dégradent et il y en a des qui s'améliorent. Il n'y a plus de discussion sur le fait qu'en 1993, il y a une situation généralisée de dégradation des zones humides françaises. Alors ensuite, on s'intéresse à la gestion effective, c'est-à-dire qu'on pointe les actions publiques qui sont, zone par zone, quelles ont été les actions publiques qui ont participé à la dégradation. Et on aboutit au tableau suivant qui permet de bien comprendre le lien entre la résistance à l'évaluation comme processus et les enjeux cognitifs de mise en lisibilité de l'évaluation. Donc là, on pointe les programmes d'action publique qui ont eu des effets sur les zones humides. Sur 42 zones, aménagement agricole a été facteur de dégradation. 8 zones, politique de soutien de la populiculture. 8 zones, politique de développement des boisements résineux. 6 zones, politique de soutien à l'intensification piscicole. Voilà, ça, c'est le domaine du ministère de l'Agriculture. Ensuite, une zone développement aquacole marin, 8 zones infrastructures linéaires, routes, autoroutes, etc. 5 zones aménagement portuaire, 6 zones canalisation de cours d'eau. Ça, c'est le ministère de l'Équipement, ces trois-là.
21 zones, remblais divers, centres commerciaux, zones industrielles, etc. Ça, c'est les collectivités territoriales et divers programmes de développement étatique ou étatique. Ensuite, les ouvrages hydroélectriques, EDF, 5 zones. Les extractions de granulats, 10 zones. Extraction de tourbe, 5 zones. Donc, à partir de l'annonce d'une responsabilité sur l'état des zones humides françaises, qui est bien l'annonce politique et l'annonce de politique publique, et ce qui est acté dans les engagements internationaux, et dans les engagements du gouvernement vis-à-vis des, ou du moins dans les promesses du gouvernement vis-à-vis des citoyens, eh bien on peut dire, voilà, au regard de ces engagements, quelles sont les causalités principales de l'action publique prise dans son ensemble sur la problématique des zones humides. C'est le concept de gestion effective. Ensuite, on a pointé les aspects de gestion intentionnelle. C'est qu'en est-il maintenant des programmes d'action publique qui ont pour objectif de conserver les zones humides dans un état de wise use, comme le prévoit la convention de Ramsar. Alors, je vous montrerai ici qu'un seul schéma. Celui-là, il vous montre comment a évolué entre 1960 et 1995 le nombre de nouveaux dossiers pour les différents programmes de conservation des milieux ou de protection ou de gestion multifonctionnelle des milieux qui sont listés à droite depuis les réserves domaniales jusqu'aux acquisitions de terrain par les départements, les conseils régionaux, le conservatoire du littoral, les arrêtés de protection, les réserves naturelles de différents statuts. Et ce que montre ce schéma, c'est qu'en fait, jusqu'en 1979, la mise en œuvre de ces actions était peu importante, mais qu'à partir du début des années 80, on observe effectivement un développement massif de l'action publique en faveur des zones humides. Donc, ce que l'évaluation fait ressortir, c'est que le problème public posé, c'est la gestion avisée des zones humides, ou le développement durable des zones humides, et face à ça, l'action publique, elle peut s'apprécier en termes de gestion effective, elle consiste essentiellement à dégrader les zones humides, et les responsabilités peuvent être pointées de manière très claire sur les différents programmes d'action publique. Et si on veut évaluer les effets propres des politiques mises en œuvre pour atteindre les objectifs et les engagements en matière de zones humides, eh bien, on ne peut pas le faire sans mettre en vis-à-vis les effets de gestion de fait et puis les effets de gestion intentionnelle. Dernier point, les perspectives. Alors donc, on a donné aux experts une grille de critères sur les perspectives. On leur demandait de noter sur une échelle qualitative 3 critères. Est-ce qu'il y a des menaces de dégradation? Par exemple, s'il y a le projet de construire un port en eau profonde à l'endroit où se situe aujourd'hui une zone humide qui est une vasière, c'est une menace. Les mesures de protection qui ont été mises en place sur la zone humide. Et puis, le degré auquel les acteurs sont organisés pour avoir une gestion contrôlée ensemble ou maîtrisée ensemble du devenir de la zone humide. Et donc, on a demandé donc pour chaque zone, on a eu 2 appréciations d'experts. Ensuite, on les a discutées de manière contradictoire et on les a calibrées comme font les notateurs du baccalauréat, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'effet des différences d'appréciation entre les différents experts. Et du coup, on a obtenu un pointage qui agrège les 3 critères précédents. Donc, les perspectives 1 ou 1-, c'est il existe des perspectives sérieuses de stabiliser l'évolution de l'état environnemental de la zone humide considérée. Appréciation 2, l'avenir de la zone est incertain. 2-, 3 et 3. 3, oui, 3- il devrait y avoir. Ça veut dire qu'il y a des raisons très fortes sur cette zone-là de penser qu'il est difficile d'envisager dans les années à venir une stabilisation de l'état écologique de la zone. Par exemple, si vous avez un projet de port déjà financé avec sa déclaration d'utilité publique signée dans un contexte de conflit aigu entre les acteurs et une dissymétrie forte de pouvoir entre eux, c'est difficile
de dire qu'il y a une perspective forte de stabilisation de la situation. Donc là, vous avez le pointage sur l'ensemble de l'échantillon de zone humide. Donc vous voyez qu'il y en a 9 qui sont dans les perspectives 3, 3 plus et 9 de moins. Ça en fait donc 19 dont il est difficile d'envisager sérieusement au regard des terrains qu'ils puissent se stabiliser. Vous en avez 36 dans lesquels coexistent des éléments qui peuvent pencher dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, vous avez un dispositif de planification collective, mais vous avez en même temps des menaces liées à des projets sectoriels qui, s'ils sont mis en œuvre, détruiraient la zone humide. Et puis, vous avez 19 zones sur lesquelles le jeu de l'action pour les zones humides et des autres politiques publiques prises ensemble permettent d'envisager sérieusement une amélioration de la situation. Donc là, vous voyez que l'argumentation du type « c'est vrai, on a beaucoup bousillé, mais là, maintenant, on ne va plus », ne tient pas. Là, on a une appréciation plus nuancée. On s'aperçoit que les perspectives pour l'avenir sont sans doute plus positives que les bilans, puisque vous vous rappelez que dans le bilan, il y avait 3 zones qui s'étaient améliorées et 8 stabilisées. On remarque qu'il y a quand même un grand nombre de zones dont on peut difficilement imaginer qu'elles fassent autrement que de continuer à se dégrader au regard des critères des objectifs en matière de zones humides. Et on remarque quand même qu'il y a un gros noyau de zones dont l'avenir va dépendre, en fait. Il va dépendre des différentes actions publiques. Il va dépendre à la fois des politiques en faveur des zones humides, mais il va dépendre aussi du degré auquel des opérateurs sectoriels comme le ministère de l'Agriculture ou de l'Équipement vont insister pour forcer et pour finalement continuer des politiques qui ne sont pas compatibles avec l'usage raisonnable le wise use au sens de la Convention de Ramsar des zones humides. Alors, voilà donc pour les résultats de l'évaluation. Là, vous voyez que le cadre conceptuel et les aspects de stratégie et de méthodologie ont une portée directe sur les résultats de l'évaluation. Parmi les autres résultats qui sont sortis de cette évaluation, il y a un point qui nous intéresse toujours parce que la discussion entre le modèle patrimonial et le modèle stratégique est importante pour nous. C'est le constat d'un décalage très important entre les résultats de l'audit patrimonial et ceux de l'évaluation des conséquences des actions publiques. L'audit patrimonial donne une image beaucoup plus positive dans son ensemble de l'action, des actions publiques dans le champ des zones humides, et donne également un résultat extrêmement ambigu, c'est-à-dire la grande majorité des acteurs se disent favorables, dans les entretiens, se disent favorables à un changement des politiques, à des politiques conformes aux engagements sur les zones humides. Mais, et ce point est capital, sur les 40 personnes interrogées, les 3 ou 4 qui ont un avis défavorable sur les zones humides sont précisément ceux qui ont l'argent et les pouvoirs pour détruire les zones humides. Le résultat, c'est que si on met en œuvre une méthode d'étude qui consiste à mettre tout le monde autour de la table ou à faire des campagnes d'entretien pour savoir qui veut quoi dans les opérateurs, on va avoir un discours majoritaire très fort disant oui, on va vers le développement durable des zones humides, mais en réalité, le pouvoir effectif d'opération, il est entre les mains d'une minorité qui est déterminée à aller à l'encontre des engagements en matière de zones humides. Toute notre connaissance des dossiers, de nombreux dossiers environnementaux, montre que cette situation est tout sauf exceptionnelle, qu'elle est très très régulièrement rencontrée. Elle pose une question théorique et méthodologique très très importante. C'est de savoir quel est le crédit qu'on peut apporter à une co-construction d'un diagnostic quand cette co-construction se fait dans des contextes de cette sorte. Autre élément qui a été particulièrement plein d'enseignements pour moi, c'est que le ministère de l'Environnement, à la fin de l'évaluation, a dit voilà, cette fois-ci, c'est prouvé, les engagements n'ont pas été tenus, il faut annoncer une politique volontariste de stabilisation à 10 ans, il faut conclure là-dessus le volet préconisation de l'évaluation. Ah non, on a dit mais non.
On ne peut pas conclure ça, puisqu'on a fait un pointage des perspectives et que on ne peut pas. Il n'y a pas de scénario qui stabilise à 10 ans. Alors ça les a déstabilisés très très sérieusement. Et il y a eu une semaine de discussion, cette fois-ci non plus avec le ministère de l'Agriculture, mais de l'Environnement, au bout duquel ça a été un choc terrible pour eux. Ils ont été obligés d'admettre qu'on écrive en 10 pages qu'elles allaient continuer à se dégrader et que si on avait une action publique ambitieuse, on pouvait se donner pour objectif qu'elle se dégrade plus lentement, et que si on avait une politique publique pareille ambitieuse que la politique en cours, elle se dégraderait plus rapidement. Alors ça, cet effet-là de mise en lisibilité est aussi assez terrible, parce que cette fois-ci, il porte sur l'avenir. Et il est complètement contraire aux rhétoriques internes du discours politique ou du discours de l'action publique des fonctionnaires sur les zones humides. Dernier point de résistance, ça a été le baroud d'honneur des opérateurs du ministère de l'Agriculture. On ne peut pas imputer à une politique comme la politique de boisement ou de drainage une responsabilité, alors que cette politique avait un autre but. Et là, notre réponse est claire, c'est si, on peut. À partir du moment où les gouvernants tiennent un discours et prennent des engagements d'environnement ou de développement durable, la responsabilité, elle existe pour tous les opérateurs de l'action publique. Ou alors on institue la schizophrénie comme modèle institutionnel et cognitif de la gestion publique. Donc ce point-là est absolument capital. Autant dans une optique organisationnelle, il est logique qu'il y ait une distribution des objectifs et que certaines politiques n'aient pas le même but que les autres, ça c'est une évidence. Autant le fait de poursuivre un but donné ne constitue en rien une exonération au regard des autres formes et des autres contenus de responsabilité de l'action publique. Alors là, je pense que s'agissant des politiques de développement agricole, des politiques en matière de forêt, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, ce point est absolument capital et est au centre des débats sur la gestion de l'environnement, le développement durable et l'évaluation des politiques publiques. Une politique de développement agricole peut parfaitement être évaluée sur ses conséquences environnementales. Il n'y a pas de raison de l'en exonérer. Alors les suites de l'évaluation, ce qui est intéressant, c'est que l'évaluation a reçu de la part du Conseil scientifique de l'évaluation un avis assez critique, parce qu'elle ne suivait pas le formulaire méthodologique et de cadrage, pour une raison précise, c'est parce que, comme disait Patrice ce matin, on a cadré en fonction des objectifs précis pour avoir un effet. Et en fonction de la faisabilité et en fonction de l'objet sur lequel on travaillait. Cette évaluation a eu des suites majeures, puisqu'elle a conduit, je vous passe les détails, à la mise en place du programme national d'action zone humide, à la mise en place, dans ce cadre-là, d'un grand programme de recherche, le programme national de recherche sur les zones humides, à la mise en place d'un observatoire, et puis elle a beaucoup influencé par un certain nombre d'outils, notamment l'inventaire et la typologie de zones humides qui avaient servi de base à l'évaluation, ont été repris par les agences de l'eau pour servir de base à leur politique en matière de zones humides. Alors, pour conclure sur ce volet, cette évaluation zone humide, elle illustre bien les effets du cadrage théorique analyse stratégique de gestion de l'environnement. Elle montre l'impossibilité d'analyser seule les politiques de protection ou les politiques purement environnementales, à la fois pour une évaluation ex post, puisque leur effet est minoritaire par rapport aux effets de dégradation des autres politiques, elles n'ont de sens que dans leur dialectique avec les autres politiques sectorielles. Et puis, c'est impossible aussi ex ante, puisque l'efficacité d'une politique environnement va dépendre directement de sa capacité à transformer les autres politiques sectorielles. Mais cette capacité, son déterminant principal, c'est quoi ? C'est les résistances des autres politiques sectorielles. 9 fois sur 10, on nous dit, si la politique environnementale n'arrive pas à changer la politique agricole, c'est parce que la politique environnementale n'est pas efficace. 9 fois sur 10, c'est parce que la politique agricole a résisté délibérément et activement, avec succès, à la tentative de mettre en place une action publique environnementale. Alors, là, on a une transition pour revenir vers des questionnements plus théoriques tout à l'heure.
premier questionnement théorique, y a-t-il une politique publique des zones humides ? Dans la définition que donnait Patrice ce matin, qui est la même que celle du préfet Bernard ou de l'ASCOM et Sedbon, il n'y a pas de politique des zones humides. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'action cohérente et efficace. Mais, effectivement, c'est ça la définition qui prévaut chez les Sciences Po. Mais cette définition, elle est tautologique, puisque à quoi ça sert d'évaluer une politique si on définit une politique comme un programme d'action cohérent et efficace ? Ça voudrait dire que soit il y a une politique, mais son évaluation sera forcément relativement positive, soit si l'évaluation était négative, c'est qu'il n'y a pas de politique. Là encore, on est sur un modèle qui est celui des dénégations psychologiques. Ce que vous avez raté, vous ne l'avez pas vraiment fait, ou vous n'avez pas vraiment essayé, ou on est bien sur un domaine de résistance. Non, il y a une politique, dès lors qu'il y a un engagement politique vis-à-vis des citoyens et qu'il existe des actions, à ce moment-là, qu'elles soient cohérentes ou pas, elles constituent une politique. Une politique incohérente est inefficace, et inefficace est une politique. La politique, ça consiste justement à choisir ce qu'on va faire de manière efficace et ce qu'on va faire de manière inefficace et incohérente. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, autre question clé, est-ce qu'on peut pérenniser l'évaluation dans un observatoire ? La réponse stratégique, c'est non. Si vous voulez, on pourra discuter un jour pourquoi. Et puis, la tentative de délimitation précise des zones humides, mais là, c'est des incidentes.